Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Gabou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Akamonchi pour ce nouvel épisode, cette nouvelle vidéo, cette vidéo un peu retour sur la chaîne après plusieurs semaines d'absence, comme certains le savent. Voilà, j'ai déménagé récemment, c'est un déménagement qui m'a pris beaucoup de temps, donc voici l'explication pour l'inactivité de la chaîne ces derniers temps, même si la chaîne n'a jamais été vraiment trop connue pour son rythme soutenu en termes de contenu diffusé, mais voilà, ces dernières semaines, ces derniers mois même ont marqué un petit arrêt dans la chaîne. Donc voilà, maintenant que tout est à peu près réglé, on devrait pouvoir revenir à un rythme un peu plus normal, voire même un petit peu plus soutenu comparé à d'habitude. Donc voilà. D'ailleurs, depuis la dernière vidéo, il y a eu une explosion un peu de la chaîne, donc je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne, parce que depuis la dernière vidéo, j'ai quasiment doublé mon nombre d'abonnés. Voilà. Donc je ne sais pas à qui je dois ce coup de pub, mais en tout cas, merci à là ou les personnes responsables de ça. Voilà, ça me fait bien plaisir. Donc voilà, merci à vous, bienvenue aux nouveaux sur la chaîne, j'espère que vous vous y plairez. Donc voilà. Pour cette vidéo, voilà, c'est dans le titre, on va continuer de parler de l'histoire de New Japan Pro Wrestling. Voilà, on avait parlé sur la première vidéo sur l'histoire de New Japan, on avait commencé avec les fondamentaux. Donc on avait commencé avec la première icône, à savoir Riki Dozan, et un peu ce qui... On avait commencé un peu avec la genèse du catch au Japon, voilà, on avait parlé du premier catcheur japonais, on avait parlé de la guerre, on avait parlé des deux premières guerres mondiales, Riki Dozan, l'importation du catch au Japon, etc. Voilà, l'assassinat de Riki Dozan, la première grande compagnie de catch, JW, etc. Donc aujourd'hui, on va continuer sur cette lancée. On va continuer de parler un petit peu de JW, on va parler d'Antonio Inoki forcément parce que cette série a pour but de parler de New Japan Pro Wrestling, donc on va parler de son créateur Antonio Inoki. Et voilà. Donc voilà, nouveau départ. Après un bref hiatus, donc Riki Dozan assassiné fin 1963, après un bref hiatus, JW a recommencé à produire des shows durant l'année 1964. Ils vont notamment commencer une série de shows que va main eventer Toyonobori et Yoshino Sato qui vont prendre de l'importance ainsi que deux autres lutteurs qui seront Yoshimura Mishiaki et Kokishi Endo. Voilà, qui vont prendre un peu la suite de JW, qui vont prendre le pouvoir au sein de la compagnie. Toyonobori et Yoshino Sato qui deviendront président et vice-président à la main de Riki Dozan, ce qui explique en partie leur booking en tant que les deux plus grosses stars de la compagnie. Ensuite, c'est eux qui vont être les plus pushés dans la compagnie, forcément, c'est eux qui ont le pouvoir décisionnel. Donc voilà, rien de surprenant. Toyonobori, de son vrai nom, Michiharu Sadano, est un ex-sumo, voilà, particularité qu'il partage avec Riki Dozan. Il devient surtout populaire durant les années 60 en faisant régulièrement équipe avec le même Riki Dozan. Voilà. Hormis Toyonobori et Yoshino Sato, nous avons Yoshimura Mishiaki, un ancien junior heavyweight qui va être surtout connu pour être un catcheur par équipe, remportant à plusieurs reprises le titre All Asia, le fameux titre par équipe All Asia, plus vieux championnat en activité au Japon, voilà, notamment avec Toyonobori, dont je viens de parler, avec Antonio Inoki et Giant Baba. Voilà. C'est quand même à signaler, c'est peut-être le seul lutteur à avoir été champion par équipe avec et Inoki et Baba. Voilà. Et ensuite, nous avons Kokishi Endo, qui lui est un ancien judoka, voilà, surtout catcheur par équipe, avec Toyonobori encore et Yoshino Sato encore. Voilà. Donc les quatre vont diriger JWA, tous les quatre, jusqu'à la fin des années 60. Et les premières disputes vont commencer à la fin de cette décennie avec Toyonobori, enfin entre Toyonobori et les trois autres, ce qui mènera au départ de Toyonobori qui créera sa compagnie un petit peu plus tard. Parce que les quatre n'étaient pas d'accord sur qui devait être le nouveau Golden Boy un peu de la compagnie de JWA. Parce que les quatre étaient les quatre têtes d'affiche de la compagnie, mais bon, quand tu diriges une entreprise, il faut avoir une vision à long terme, surtout dans le catch. Et là, en fait, ils n'étaient pas d'accord sur qui devait être la future star de la compagnie. Toyonobori voulait pusher Antonio Inoki. Les trois autres voulaient Giant Baba. Il y a eu friction et ça s'est donc pas fait. Enfin, ça s'est donc mal passé en tout cas. Antonio Inoki, né au début des années 40, né en 43, voilà, selon les diverses sources, l'année n'est pas toujours la même, enfin la date de naissance n'est pas toujours la même, mais a priori Antonio Inoki est né en 1943. Sa famille va rapidement immigrer au Brésil suite à la mort de son papa. Voilà, sa famille fera partie
de l'exode de la grande migration des Japonais après la Seconde Guerre mondiale au Brésil. Donc voilà. Il sera repéré par Riki Dozan lui-même en 1960 après un show organisé par Riki Dozan à Sao Paulo. Voilà, il va repérer le petit Inoki et puis il va avoir du talent chez ce jeune garçon. Donc il va l'emmener au Japon pour l'entraîner lui-même avec l'aide de Toyo Nobori. Voilà, ce qui explique en partie aussi pourquoi Toyo Nobori voulait pusher Antonio Inoki, voulait pusher l'un de ses poulains. Et Antonio Inoki, au début des années 60, il va faire quelques matchs, quelques main events de JWA en équipe, en six-man, en équipe avec ses deux formateurs, donc Riki Dozan et le fameux Toyo Nobori, où voilà, ils vont être dans la fameuse dynamique, les babyface japonais contre les gaijin heel. Les gaijin, ce sera des lutteurs comme Killer Kowalski, voilà, grande légende, connue notamment par rentrer Triple H, et Karl Gotch. Voilà, Inoki, Gotch. La grande histoire a déjà commencé au début des années 60. Inoki va ensuite partir en 1964, donc après la mort de Riki Dozan, il va partir bosser aux États-Unis. Et puis il va revenir en 1966. Toyonobori voulait alors à ce moment-là le mettre comme la tête d'affiche de, de JWA, ce qui ne va pas se faire parce que les trois autres dirigeants de JWA préféraient Giant Baba, qui lui n'était pas parti en excursion, il a toujours catché au Japon à ce moment-là. Et puis son physique impressionnant, surtout à l'époque, plus de 2 mètres, à peu près 2,10 m pour Giant Baba, et sa déjà notoriété, voilà, relative, hein, parce que ex-joueur de baseball professionnel, voilà, ces caractéristiques, voilà, faisaient quasiment de Giant Baba déjà une star. Ça lui conférait déjà un statut de quasi-star pour Giant Baba. Donc c'était plus facile euh, à l'instant T de faire de Giant Baba une star comparativement à Tony Inoki. Tony Inoki, c'est un jeune talentueux, prometteur qui revient de l'étranger, alors que Giant Baba, il est déjà au sein de la compagnie depuis plusieurs années. Le public est habitué à Giant Baba, il a déjà un physique impressionnant, et puis il a déjà une, euh, une notoriété qui dépasse le catch parce que ex-joueur de baseball, alors pas méga star de ce que j'ai pu lire, mais voilà, le baseball était vraiment un phénomène de société à l'époque. Giant Baba était, de ce que j'ai compris, un joueur moyen d'une équipe plus ou moins moyenne. Mais bon, puisque le baseball était l'un des sports rois à l'époque, un joueur moyen à l'époque était déjà plus ou moins connu dans le mainstream. Donc voilà, c'était déjà dans le mainstream quelqu'un de beaucoup plus connu que Antonio Inoki. Donc voilà pourquoi 3 des 4 têtes pensantes de JWA voulaient pusher Giant Baba, ce qui pouvait se comprendre hein, très, très largement. Et ça va amener au départ de Toyonobori parce qu'il va y avoir beaucoup de friction au sein de la direction de JWA. Et Toyonobori, bah, il va partir et il va lancer une grande mode au Japon. Il va quitter une compagnie pour créer la sienne. Et au Japon, c'est quelque chose qu'on va énormément voir au fil des décennies. Des lutteurs qui vont quitter la compagnie qui les emploie pour créer la leur. Et il va lancer un petit peu ce mouvement. Enfin, il va lancer ce mouvement. Il va pas forcément le lancer parce que c'était déjà arrivé de manière un petit peu plus anonyme. Mais il va lancer Tokyo Pro Wrestling avec un logo qui est connu. Je ne sais pas si ça avait été repris par d'autres marques ou dans d'autres domaines que le catch. Mais c'est un logo que je connaissais déjà, sans forcément être familiarisé avec Tokyo Pro Wrestling, mais c'est un logo que je connais, donc peut-être qu'il a été repris ailleurs ou détourné d'une certaine manière. Et voilà, il va lancer sa compagnie Tokyo Pro Wrestling pour concurrencer JWA, et il va convaincre Antonio Inoki de le rejoindre, parce que voilà, c'est son protégé, etc. Il croit énormément en lui, il veut faire de lui la top star de sa compagnie. Et voilà, il va tout mettre autour de Antonio Inoki qui va main eventer quasiment l'intégralité des shows. Donc la compagnie va pas durer très longtemps, mais Inoki va vraiment être la grosse star de la compagnie. Ça n'a pas marché, notamment parce que il n'y a pas de deal télé pour Tokyo Pro Wrestling et il n'y a pas assez de talent. Il n'y a pas assez de talent, notamment. Il n'y a pas assez de talent japonais, il n'y a pas assez de talent gaijin. Parce que à l'époque, c'était un peu courant, voilà, c'était accepté que 99% des matchs tournaient entre des japonais face contre des étrangers heel. Et en termes de japonais, il y avait quasiment que Inoki en termes de top talent.
Il y avait quelques lutteurs intéressants comme Masa Saito et Roger Kimura qui deviendront par la suite des gros noms, mais à l'époque de TPW, de Tokyo Pro Wrestling, c'était pas des lutteurs suffisamment aguerris, suffisamment expérimentés, sur lesquels tu pouvais t'appuyer vraiment, véritablement. Ils n'avaient pas encore ce bagage pour être des piliers d'une compagnie. C'était des jeunes talents où ça se voyait véritablement hein, qu'ils avaient du talent, mais c'était pas encore assez fort pour vraiment porter une compagnie sur leurs épaules. Et même chose côté Gaijin, la NWA était véritablement ultra puissante à l'époque, donc quasiment tous les grands noms étaient affiliés à la NWA et la NWA avait un partenariat avec JWA, donc l'ex-compagnie de Toyonobori, Rikido Tan, etc. Donc il n'y a quasiment pas de grands lutteurs qui sont venus, grands lutteurs américains qui sont venus chez Tokyo Pro Wrestling, à l'exception de Johnny Valentine, le père de Greg Valentine, hein, ex-champion intercontinental, le dog collar match avec Roddy Piper à Starrcade, et ben son papa Johnny Valentine, qui était également un bon catcheur, et ben il va être quasiment la seule star nord-américaine à aller catcher chez Tokyo Pro Wrestling. Donc voilà, le manque de talent va créer un manque d'intérêt véritablement autour de Tokyo Pro Wrestling, un peu pour ceux qui sont un peu plus familiarisés avec les années 90 au Japon, un peu la même chose qui va se passer avec la World of Sports de Genichiro Tenryo, où rapidement, à cause d'un roster relativement faible, la compagnie va rapidement tourner en rond et hormis les rares shows qui seront faits en commun avec WWF pour créer de l'intérêt autour de la compagnie, et ben une fois que les stars WWF vont repartir, la compagnie va tourner en rond et va finir par couler. Bah là, la même chose avec Tokyo Pro Wrestling. Les affiches vont être un petit peu toutes les mêmes. Il ne va pas y avoir forcément de renouvellement dans les rosters. Pas assez de talent. Et la compagnie va rapidement fermer. Donc Antonio Inoki, ben, il va être de retour dès 1967. Il va faire son retour chez JWA. Et il va passer 4 années dans l'ombre de Giant Baba. Alors je dis dans l'ombre, à la fois oui et non, parce que bon, il va quand même il va quand même être poussé parce que c'est un talent prometteur, Antonio Inoki, mais il ne sera pas mis au niveau de Giant Baba, qui va être la star incontestablement de JWA de 67 quand Antonio Inoki revient, jusqu'à ce qu'Inoki parte en fin 71. Donc pendant 4 ans, Inoki il pourra pas contester le statut de Giant Baba. Surtout qu'en 69, Giant Baba il va franchir une étape que Inoki, là ça y est, c'est mort, 69 c'est plié. Parce que déjà, Giant Baba c'est la star de la compagnie. C'est le plus poussé, c'est le plus adulé, c'est lui qui crée le plus de réactions de foule. Inoki il est largement en dessous. Et en 69, Baba va être celui qui va être choisi pour un peu à la manière de Reiki Dozan, être le japonais défenseur du Japon, voilà, celui qui va défendre le pays contre l'envahisseur américain ultime, enfin l'envahisseur gaijin ultime, étranger ultime, à savoir Fritz von Erich. Voilà, où il y a le fameux match de 1969, le 2 out of 3 falls entre Von Erich et Baba, qui va se finir un peu dans un bain de sang. Et Baba, il est vraiment là pour défendre l'honneur du Japon. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où Baba est choisi pour être euh, le défenseur de l'honneur du pays, du peuple japonais, bah là c'est mort pour Inoki. Il pourra absolument pas faire son retard sur Giant Baba. Voilà. Alors Fritz Von Erich, pour ceux qui ne savent pas, le papa de la famille Von Erich, hein, tous les fils qui feront une grande carrière, qui sont des grandes stars, voilà, Kerry Von Erich, David Von Erich, toute la famille Von Erich, tout ça. Voilà. Alors il avait une gimmick de nazi, hein, voilà, pour être clair. Par contre, j'ai plus entre guillemets la subtilité. Hein. Est-ce qu'il jouait un Allemand néo-nazi ou est-ce qu'il jouait un Américain néo-nazi? Voilà. En tout cas, il jouait un nazi, mais de où exactement, je ne me rappelle pas. Donc voilà, hein, le nazi qui vient envahir le Japon, qui vient cracher sur le Japon, tout ça, et Baba, hein, érigé en tant que défenseur ultime du Japon, donc forcément à partir de ce moment-là, c'est mort pour Inoki. En 69, c'est dead. Avant ça, à partir de 1967, Inoki, parce que c'est un projet, on va quand même l'associer à Giant Baba, la star de la compagnie, pour le rendre over. Donc voilà, c'est pas une équipe qui va être marquante dans l'histoire du catch. Hein. Tu peux faire un classement top 100, top 200, top 300 des meilleures équipes en termes de in-ring, des équipes les plus influentes ou des plus marquantes de toute l'histoire. L'équipe Inoki Baba ne sera dans aucun de ces classements. Voilà.
Si tu fais un classement éventuellement des plus grandes associations, même si en 67, même si entre 67 et 71, c'est pas les stars que ça deviendra plus tard, mais c'est quand même déjà une association assez folle hein, à l'époque quand même. Mais voilà, éventuellement en termes d'association, en termes de nom sur le papier, c'est l'équipe qui se pose quand même là, hein, Anthony Noki, Jalan Baba. Mais sur l'héritage qu'a l'équipe, c'est zéro, hein. Ils n'ont pas d'héritage. Ils remporteront quelques championnats par équipe quand même, hein, par-ci par-là, mais rien non plus qui marquera l'histoire. En 1970, JWA, toujours, hein, qui était diffusé sur NTV à l'époque, donc Neon Television, donc Neon c'est pour Japon, va dégoter un deuxième deal télé de manière assez étonnante, hein, avec Neon Educational Television, donc toujours Japon, la télévision japonaise éducative, télévision éducative japonaise, je ne sais pas comment traduire trop cette chaîne, hein, donc NET, N-E-T, Neon Educational Television. Ben, ils vont avoir un deuxième deal de manière assez étonnante, hein, comme je le disais. Et en 1970, on va assister au premier brand split télévisé d'une compagnie qui va scinder son roster. Parce que vu qu'ils ont deux diffuseurs, deux télé qui les diffusent, en fait ils vont pas diffuser leurs shows ils vont pas faire des shows entre guillemets d'ensemble et diffuser ça sur les deux canaux de distribution. Ils vont scinder leur roster en deux et chaque télé va diffuser son roster, un peu comme WWF l'avait fait pour la première fois en 2002, après la semaine à 18, où Raw et SmackDown seront diffusés sur deux chaînes différentes avec deux rosters bien distincts. Bon, ça va prendre quelques mois chez WWE pour vraiment avoir un roster bien marqué, parce que bon, pendant longtemps, il va y avoir un petit peu des échanges à droite à gauche. Mais c'est la première trace que j'ai trouvée de diffusion de télé séparée avec deux rosters bien distincts pour une seule et même compagnie. Donc voilà. D'ailleurs, je vais en parler maintenant parce que peut-être que j'aurai pas l'occasion d'en parler plus tard ou que je vais oublier. C'est fort probable. Il y a une grande différence entre la diffusion télé au Japon et aux États-Unis pour le catch, jusqu'au début des années 2000 en tout cas. Parce que quand la télévision va arriver dans le catch aux États-Unis, alors je vais dire n'importe quoi, WWE à l'époque, donc WWF, on va dire que New York TV veut diffuser WWF, et ben New York TV va aller voir l'ancêtre de Vince McMahon, Vince McMahon Senior, et va dire ben, écoute, je te donne 1000 $ par semaine, en échange, tu me donnes du matériel télé. C'est-à-dire que WWF, à l'époque WWF, va créer du contenu télé. Voilà, ils vont faire leur show, ils vont produire leur show, ils vont enregistrer leur show, ils vont clipper leur show, clipper leur match, etc. Et ils vont donner ça à la télévision. Et la télévision va ensuite diffuser ce qui leur a été donné. Alors, ils peuvent refaire des retouches, etc. Mais les coûts de production reviennent à la compagnie de catch. C'est eux qui doivent installer des caméras, c'est eux qui doivent mettre des équipes techniques, des caméramans, etc. C'est eux qui doivent faire l'édition ensuite, pour ensuite donner à la télévision qui fait un peu passe en deuxième couche entre guillemets pour ensuite diffuser la télé. Au Japon c'est différent. Au Japon il y a un accord entre la télévision et la compagnie de catch. Donc là par exemple on va prendre NTV, donc Nihon Television. Ils vont donner je sais pas 1000 $ par semaine à New Japan. Enfin pas New Japan du tout, à JWA pardon à l'époque. Pour leur dire écoutez on vous donne 1000 $ par semaine. Mais pour vous diffuser. Et JWA va dire ok, là je dis JWA mais c'est un peu toutes les compagnies au XXe siècle au Japon ça se passait comme ça, où les coûts de production vont revenir à la chaîne de télévision, c'est-à-dire la compagnie catch organise ses shows et la chaîne de télévision vient avec son équipe de télé pour enregistrer elle-même. Elle vient avec leur équipement, donc leur caméra, elle vient avec leurs commentateurs, parce qu'à l'époque les commentateurs n'étaient pas sous contrat avec les compagnies catch, contrairement aux États-Unis avec, je sais pas, Lance Russell, Jim Ross, etc., qui étaient les commentateurs. Au Japon, les commentateurs étaient sous contrat avec la chaîne de télévision. C'est la chaîne de télévision qui décidait des commentateurs, donc ils venaient avec leur équipe de commentateurs, ils venaient avec leur équipe de production, enfin leur équipe pour enregistrer les shows, etc. Donc tous les coûts logistiques, etc., étaient pour la chaîne de télévision. C'est eux qui devaient venir enregistrer les shows et c'est eux ensuite qui éditaient les shows. Voilà, avec clipper les matchs, etc. La longueur
de l'épisode, hein, ça dure 1 heure en général, donc voilà. La grosse différence, donc alors après j'ai pas les subtilités dans les contrats, il y a sûrement des clauses différentes entre les États-Unis et le Japon, mais la grosse différence pour les contrats télé, c'est que aux États-Unis, c'est les compagnies de catch qui produisent leurs émissions télé, alors qu'au Japon, ils produisent juste leurs shows en tant que tel dans les salles, et c'est la télévision sur lesquelles sont diffusées, c'est la chaîne de télé qui vient pour enregistrer elle-même le show. Donc voilà. Donc j'en parle maintenant parce que j'aurais certainement oublié plus tard. Donc voilà, 2 deals télé à l'époque, comme je le disais, c'est un peu la seule bonne nouvelle pour JWA parce que JWA était en grande galère financièrement. Ils perdaient beaucoup d'argent à cause des tournées parce qu'ils remplissaient pas assez leurs salles et faire la tournée du Japon, ça coûtait plus d'argent que ça n'en rapportait. Et en plus, il faut ajouter à cela le partenariat avec NWA. Donc JWA, alors je ne sais pas exactement quel était tous les termes des contrats, mais ils étaient obligés de faire venir un certain nombre de lutteurs. Donc, je ne sais pas si c'est par tournée ou par an ou par mois même. Enfin, pas par mois, ça marchait par tournée, mais voilà, je ne sais pas s'ils étaient obligés de faire venir un certain nombre de lutteurs au minimum par tournée ou par année. Mais pareil, ça leur coûtait plus d'argent que ça ne leur rapportait. Donc un deuxième deal télé, c'est un peu du miracle à cette époque-là. Euh, et problème pour JWA à un moment donné, les 2 deals télé, ça a amené un petit peu à la fin de la compagnie entre guillemets parce que le premier diffuseur, le diffuseur historique de JWA, à savoir NTV, diffusait les gros shows de la compagnie, notamment ceux main eventés par Giant Baba. Donc Giant Baba ne faisait que des gros shows, hein, on va pas se mentir, quasiment que. Et du coup, Giant Baba et tous les gros shows étaient diffusés sur NTV. L'autre chaîne, à savoir NET, donc NET, diffusait les shows un petit peu plus mineurs et les shows avec le titre NWA United Nations Heavyweight Champion, qui était un titre de la NWA donc, qui était détenu par Antonio Inoki. Et c'était pas le projet de faire perdre le titre à Inoki. Donc, dans l'idée, il y avait un peu le roster, enfin un peu l'émission avec Giant Baba et un peu l'émission avec Antonio Inoki. Et à un moment donné, Antonio Inoki, pour faire beaucoup d'argent et pour redonner un boost à la compagnie, il voulait organiser le plus gros match possible pour la compagnie, à savoir Giant Baba contre Antonio Inoki. Problème, les 2 chaînes de télévision qui diffusaient l'un et l'autre voulaient diffuser le match. Les 2 chaînes vont pas se mettre d'accord, donc du coup il n'y aura pas ce match, il n'y aura pas ce dream match entre guillemets. Donc ça va causer problème. Alors, petite parenthèse, il y a déjà eu des matchs entre Inoki et Baba, hein, entre 60 et 63. Mais bon, voilà, les deux étaient des petits jeunes, entre guillemets, ça n'avait pas la résonance que ça avait en 70-71. Et puisque ça va pas se faire, ça a énormément frustré Antonio Inoki, qui va se dire que. Enfin, qui va se convaincre que la compagnie court à sa perte, en fait, dans la manière dont elle est dirigée. Et donc, Antonio Inoki, avec l'aide d'autres catcheurs de la compagnie, notamment de Giant Baba, on l'oublie souvent, va manœuvrer, va manigancer en coulisses une prise de pouvoir des stars de la compagnie qui va échouer. Alors, est-ce que les patrons de l'époque l'ont découvert ou alors est-ce que Inoki s'est fait balancer, hein, on ne le saura jamais vraiment. Et bien, résultat des courses, Antonio Inoki se fait virer direct. Voilà, pour un peu faire un exemple et un peu se mettre à l'abri en tant que dirigeant pour éviter un nouveau coup d'état. Ils vont convaincre Giant Baba de rester. Et Antonio Inoki, il va se retrouver dehors. Voilà, il va se faire dégager comme son mentor et entraîneur Toyo Nobori avant lui. Et Antonio Inoki, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et du coup, il va apprendre des erreurs de son mentor parce qu'il était la star de la compagnie de son mentor. Et il va se rendre compte dès le début qu'il va avoir besoin de 2 choses s'il veut que sa compagnie s'il va faire la même chose. Il va créer New Japan Pro Wrestling début 1972. Il va faire une conférence de presse en janvier pour annoncer la création de sa compagnie, à savoir New Japan Pro Wrestling. Donc voilà, et il va se rendre compte, voilà, comme je disais, qu'il va lui falloir 2 choses que n'avaient pas Toyo Nobori et Tokyo Pro Wrestling, à savoir des talents japonais et étrangers et un deal télé. Donc pour obtenir un deal télé, Antonio Inoki va faire appel à Karl Gotch, donc voilà, qui ont déjà passé tous les deux. Karl Gotch qui était devenu un rebut de la NWA, donc aux États-Unis, entre guillemets, il pouvait pas non plus accéder à beaucoup de grands territoires, entre guillemets. Il s'est fait blacklister par la NWA après une bagarre backstage avec Barry Landel. Buddy Landel, pas Barry, Buddy Landel.
Donc Anthony Inoki va aller voir Karl Gotch, voilà, qui avait déjà une renommée, qui avait une petite clique à lui, et il va convaincre Karl Gotch de le rejoindre au Japon dans son projet de compagnie pour organiser quelques tournées où Inoki, avec des talents japonais qui va prendre de JWA, il va partir avec quasiment la moitié du roster, dont notamment un jeune de 16 ans, à savoir Tatsumi Fujinami, qui va être un poil important pour la suite avec New Japan. Donc Inoki il a déjà un roster plus ou moins japonais, enfin il a déjà sa partie de roster japonaise, voilà, si on peut dire ça comme ça. Et il va convaincre Karl Gotch qui va venir avec sa clique, enfin avec des connaissances à lui, pour venir faire un roster pour partir en tournée avec New Japan Pro Wrestling. Voilà, avec les main events seront, enfin opposeront quasiment 100% du temps Anthony Inoki et Karl Gotch. Donc ça va durer un petit moment cette affaire. Donc voilà, Inoki va aussi partir au Mexique pour choper quelques talents. Et le premier match de la compagnie sera pour l'anecdote Tatsumi Fujinami contre El Furioso. Voilà. Voilà. Et au final, après plusieurs mois de tournée, voilà, Anthony Inoki va va organiser un méga match encore contre Karl Gotch, mais cette fois pour le premier titre de l'histoire de New Japan Pro Wrestling, arbitré par Lutez, ce qui va attirer l'attention de TV Tokyo, voilà, qui diffusera pour la première fois New Japan Pro Wrestling à la télévision. Et pour l'anecdote, Anthony Inoki va gagner le match contre Karl Gotch, bien évidemment, par des comptes extérieurs, quand même, ce qui va laisser la porte ouverte à un rematch ensuite. Voilà. JWA de son côté, ben, ils vont continuer à se casser la gueule parce qu'ils ont perdu Anthony Inoki qui était une grosse star, hein, quand même, et la moitié de leur roster, hein, donc ça fait mal. Et à un moment donné, Giant Baba, alors, fin 71, Inoki se fait dégager. Début 72, Inoki crée sa compagnie, New Japan Pro Wrestling. Il fait quelques tournées qui fonctionnent plutôt bien, il arrive à obtenir un deal télé. Et Giant Baba de son côté, il est resté chez JWA, ça continue de se casser la gueule. Et bien, il voit un peu que ça risque pas de s'arranger, donc il décide de partir, lui aussi de JWA. Et il va faire ce que Mitsuhiro Misawa a fait en 2000, c'est-à-dire qu'il va prendre une partie du roster, enfin quasiment tout le roster qui reste, et il va convaincre NTV, donc le diffuseur historique de JWA, de ne pas renouveler leur contrat avec JWA, et il va aller les voir, il va leur dire écoutez, moi je vais partir de JWA, je vais partir avec tout le roster qui reste, enfin quasiment tout le roster qui reste, je vais créer ma propre compagnie, All Japan Pro Wrestling, donc en fin 72, et ben voilà, là vous diffusez JWA mais ça se casse la gueule, moi je vous propose de diffuser une nouvelle compagnie, donc ce sera la mienne, et vous allez voir ça va beaucoup mieux marcher. C'est ce qui va se passer, donc Baba il va partir de JWA avec tout le roster qui reste quasiment, et il va prendre le deal télé de JWA, ce que va faire également Mitsuhiro Misawa en 2000, hein, il va quitter All Japan Pro Wrestling avec tout le roster, et il va prendre le diffuseur télé avec lui. Donc voilà, JWA derrière, eh ben, ils vont continuer à se casser la gueule parce qu'il reste plus beaucoup de lutteurs, ils vont prendre des jeunes lutteurs mais qui sont pas connus, donc forcément ça va continuer à sombrer, et JWA va fermer à un moment donné, et le deuxième diffuseur télé qu'ils avaient obtenu, donc NET, donc Neon Educational Television, va se mettre à diffuser ensuite New Japan Pro Wrestling, donc la compagnie d'Anthony Inoki, en plus de TV Tokyo, donc ça fait Anthony Inoki assoit sa visibilité au Japon, donc il est diffusé dans plus d'endroits au Japon, donc ça me donne un boost à la notoriété pendant de la compagnie, et NET, donc NET, donc Neon Educational Television, vous connaissez certainement la chaîne, aujourd'hui, qui a changé son nom en 1977, c'est aujourd'hui Asahi, voilà, donc un diffuseur historique du catch au Japon. Enfin, avant de terminer la vidéo, on va parler un petit poil de New Japan Pro Wrestling ces premières années. Donc New Japan Pro Wrestling, ça va bien se passer au début, hein, voilà. Et il va y avoir la première grosse feud de New Japan Pro Wrestling qui va opposer évidemment Antonio Inoki, hein, une grosse surprise. Enfin, on peut dire que c'est un peu Inoki Gotch, la première grosse feud, mais ça va pas marquer les esprits non plus. On va pas la retenir si tu veux dans l'histoire, contrairement à celle que j'ai notée, à savoir Antonio Inoki contre Tiger Jet Singh. Donc Tiger Jet Singh, pour ceux qui ne connaisseraient pas, pour simplifier en une phrase, c'est le Jinder Mahal de l'époque. Pourquoi c'est le Jinder Mahal de l'époque? Parce que c'est un Indien qui est parti vivre au Canada. Donc, voilà. À la différence que Tiger Jet Singh est né en Inde et est parti vivre au Canada, alors que Jinder Mahal est né au Canada, mais il est d'origine indienne. Donc voilà. Catcher qui va catcher donc chez New Japan Pro Wrestling. Hein. Voilà. Et donc voilà, il va faire ses débuts de manière un petit peu originale pour l'époque.
Lors d'un show, lors d'un semi-main event, il va être au premier rang. Et à la fin d'un match, ou pendant le match, je sais plus, il va attaquer Momota, donc euh, un ex de JWA qui avait suivi Anthony Inoki pour la création du Japan Pro Wrestling et qui était notamment l'un des entraîneurs en chef chez New Japan Pro Wrestling, pardon. Et va s'attaquer à Momota et ça va créer un petit peu tout un buzz chez New Japan parce que comme je vous l'expliquais sur la première vidéo qui parlait notamment d'Aki Dozan, la presse japonaise était extrêmement importante pardon, à l'époque parce elle relayait les news, les résultats de manière extrêmement kayfabe. C'était pas dans la presse sportive ou nationale, vous n'allez pas voir bah, super angle chez New Japan Pro Wrestling, le catcheur canadien Tiger Jet Singh est venu attaquer Momota à la fin de son match, pendant son match, ou un truc comme ça. Non, c'était putain, chez New Japan, il y a un catcheur qui s'est fait attaquer par un gars du public, voilà. Donc ça crée un petit peu un engouement. C'était extrêmement kayfabe hein, la manière de relayer les informations. Donc voilà, ça a créé un petit peu un petit buzz autour de ça. Et puis au bout d'un moment, on l'a lancé contre Antonio Inoki et d'une manière que bah, moi j'adore hein, sur le papier. Je crois pas qu'il existe d'image, en tout cas j'en ai jamais vu. Peut-être qu'il y en a eu, enfin, ça m'étonnerait qu'il y en ait parce que bon, ça pue la mise en scène quand même, enfin surtout s'il y a des images. Mais en fait, pour le lancer contre Antonio Inoki en, en 1973, je crois, ou alors c'est la fin de la première année, est-ce que c'est fin 72 ou fin 73, j'ai un doute. Mais Antonio Inoki, ben, il est dans un centre commercial avec sa femme, ils font du shopping. Et ben pas de chance, hein, coïncidence, ce jour-là, il y a Tiger Jetting dans le centre commercial et il va y avoir une petite brouille. Et Tiger Jetting va gifler la femme d'Inoki et il va y avoir une grosse bagarre entre les deux. Ça va faire un tollé médiatique, on va en parler partout. Et il va y avoir des yeux, bah forcément, qui vont se braquer sur New Japan Pro Wrestling parce que Inoki, qui était quelqu'un d'assez connu hein, à ce moment-là au Japon, et ben sa femme s'est fait gifler. Et puis qu'est-ce qui va se passer voilà. Donc beaucoup d'intérêt, beaucoup de buzz à ce moment-là. Donc voilà, extrêmement important. Et puis de manière extrêmement intelligente, ils vont réussir à capitaliser sur la feud parce que ça a créé beaucoup d'engouement chez New Japan Pro Wrestling, cette feud-là. Et de manière assez intelligente, ils vont réussir à la faire durer, mais sans que ce soit trop redondant. Parce qu'ils vont s'opposer quelquefois au début. Et puis je crois que ça doit être début 74, du coup, Tiger Jetting va cracher une boule de feu au visage de Inoki. C'est peut-être la première boule de feu de l'histoire, hein, je sais pas. Je suis pas connaisseur dans ce genre d'artifice. Donc ça va écarter un petit peu Inoki. Singh va faire le grand méchant de la compagnie, il va prendre des victoires, Inoki va revenir, ils vont se réopposer tous les deux. Inoki va casser le bras de Singh dans le kayfabe, donc ça va permettre à Singh de s'écarter un petit peu. Donc à chaque fois on rajoute un petit truc à la storyline, mais en même temps on met des pauses dans la storyline, ce qui permet de garder l'engouement et pas enchaîner les matchs jusqu'à ce que ça désintéresse le public. Donc c'était une feud extrêmement bien menée. Et voilà, alors je vous invite à regarder des matchs de cette époque-là de Tiger Jetting. Alors par contre, je vous préviens tout de suite, Tiger Jetting, un peu la manière d'un jean normal, c'est pas un grand catcheur. Hein. Si c'est le work rate qui vous intéresse, vous allez vous ennuyer sévère. Mais ce qui est intéressant à l'époque, comme dans les territoires NWA aux États-Unis, c'est ça qui est formidable à l'époque, c'est que dans le booking, on savait masquer les faiblesses des catcheurs, et Dieu sait qu'il en a des lacunes, un Tiger Jetting, et on met le volume à fond sur les qualités. L'exemple peut-être le plus absolu dans l'histoire du catch, c'est la ECW, qui savait faire ça, je pense, comme personne d'autre. Parce que quand même, à la ECW, il y a eu des boulets, hein, le Sandman. J'adore le Sandman, hein. Enfin, j'aime beaucoup la gimmick. Mais après, en termes de in-ring, je crois que le Sandman, il a que des défauts. Et pourtant, Paul Heyman, il a réussi à en faire une méga star, quoi. Raven, c'est pas le catcheur du siècle. J'aime beaucoup Raven. Mais voilà, il est limité et Heyman, il en a fait un dieu à la ECW, il en a fait un monument. Tommy Dreamer, pareil. Tommy Dreamer, elle a jamais été aussi bien utilisée qu'à la ECW de Paul Heyman. Et pourtant, le mec, il doit avoir aujourd'hui 25 ou 30 ans de carrière, alors que Tommy Dreamer, c'est quand même vachement limité en termes de in-ring. Pourtant, il a une longévité formidable et il n'a jamais été aussi over qu'à la ECW. Donc voilà. Donc Tiger Jetting, pas beaucoup de qualité, mais beaucoup de défauts, surtout, je vais plutôt dire ça. Mais on met l'accent à fond sur ses qualités, et c'est grâce à ça que ça a fonctionné, parce que si ça avait été booké différemment, ça n'aurait jamais marché.
Donc voilà. Ensuite, voilà, avant de finir, Inoki a remporté en 1974 l'ancêtre du G1 Climax, hein, la World League de 1974, qui est le premier tournoi de l'histoire de New Japan Pro Wrestling. Alors qu'il y avait un format particulier à l'époque. Alors un peu comme aujourd'hui, il y avait deux blocs, sauf qu'il y avait deux blocs de 8 et pas deux blocs de 10. Et il y avait un bloc qui était constitué à 100% de japonais et un bloc à 100% d'étrangers. Voilà. Sauf qu'il n'y avait pas une finale à la fin, c'était pas une finale en 1 contre 1. Tout le monde allait s'affronter dans les deux blocs, comme aujourd'hui, et les 4 premiers de chaque bloc vont se rejoindre dans un autre bloc, dans un second tour, avec encore un bloc de 8, avec les 4 meilleurs japonais et les 4 meilleurs étrangers. Ils vont tous s'affronter, et à la fin, celui qui a le plus de points remporte la World League, et c'est évidemment Inoki qui va remporter la première World League au tie-break. Il n'a pas non plus écrasé la concurrence, mais il a quand même gagné. Les étrangers venaient, pour l'anecdote, d'une compagnie de Buffalo qui s'appelait la National Wrestling Federation, qui va être une compagnie qui va pas faire grand chose aux États-Unis. Voilà. Inoki va être le premier champion. Enfin, Inoki va devenir champion de la National Wrestling Federation, titre qui va ramener chez New Japan Pro Wrestling. Et voilà. Inoki va finir par racheter à un moment donné la National Wrestling Federation. Donc voilà. Je crois que c'est le premier partenariat de l'histoire de New Japan. Donc voilà. À signaler, même si c'est pas non plus hyper important dans l'histoire de la compagnie. Petite chose, dernière chose pour finir, après on va se quitter. En 1973, Antonio Inoki voulait faire rentrer New Japan Pro Wrestling au sein de la NWA, voilà, pour pouvoir avoir davantage de gros gaijin à faire évoluer au Japon. Problème, ça n'a pas marché parce que j'ai oublié de le dire. Giant Baba, quand il va quitter JWA pour créer All Japan Pro Wrestling, il va non seulement partir avec tout le roster, enfin quasi tout le roster, il va partir avec le deal télé historique de JWA, mais il va aussi partir avec le deal avec la NWA. Donc voilà, il les a dépouillés, Giant Baba. Donc voilà. Et donc, puisque la NWA est déjà affiliée avec la All Japan Pro Wrestling, ils vont refuser pendant 2 ans de faire rentrer New Japan Pro Wrestling. En 1975, la New Japan va officiellement rentrer dans la NWA. Mais, les choses notables, Antonio Inoki va, en rentrant chez NWA, il va brader, enfin il va lorgner sur le conseil décisionnel. Alors je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais il y a une espèce de syndicat. C'est pas le terme que j'aurais utilisé, mais voilà, il y a un groupe de personnes chez la NWA qui se consultent régulièrement pour toutes les décisions qui concernent le championnat NWA, parce que le championnat NWA, comme vous le savez, fait la tournée des territoires NWA, que ce soit aux États-Unis, même au Japon, hein, avec All Japan et New Japan maintenant. Et il y a plusieurs personnes qui votent, qui débattent sur quelles doivent être les décisions prises pour le championnat NWA, où va catcher le championnat NWA, contre qui on le fait perdre le titre, etc. etc. les booking decisions. Et Giant Baba va s'opposer ardemment au fait que Inoki puisse briguer un de ses postes décisionnels parce qu'il avait peur des caprices d'Inoki. Il avait un petit peu peur qu'Inoki fasse une ECW un peu à l'avance, à savoir je me fais gagner le titre NWA et puis maintenant que j'ai la ceinture, je la garde. Donc voilà, ça l'aurait un peu foutu mal. Et ça aurait clairement mis New Japan en tant que compagnie numéro 1 à l'époque au Japon. Et c'était pas le bon deal. Giant Baba, étant donné que c'était un homme, alors je vais dire très vertueux, même si bon, il a un petit peu dépouillé JWA, mais ça, c'est du business. Mais après, Giant Baba, vous pouvez un peu regarder toutes les shoot interviews de tous les gaijin qui sont allés bosser chez All Japan, chez Giant Baba. Les Stan Hansen, les Funk, tout le monde. Steve Williams, machin. Il n'y en a aucun qui a un mauvais mot à dire sur Giant Baba. Giant Baba, il a toujours été hyper gentil, voilà. Dès qu'il y avait un petit truc, ils en parlaient de Giant Baba. Giant Baba, soit il n'était pas d'accord, mais il faisait pas d'histoire, soit il était d'accord, et du coup, il mettait tout en œuvre pour régler un problème quel qu'il soit. Giant Baba, vraiment, c'est l'un des seuls dans l'histoire du catch où j'ai jamais entendu personne dire quelque chose de mal sur lui.
Donc voilà, tout le monde, enfin toutes les personnes qui ont côtoyé Giant Baba aimaient Giant Baba. Donc voilà. Donc évidemment, Giant Baba, on pouvait pas. Enfin, lui, il allait respecter le titre NWA. Voilà, il est devenu champion NWA plusieurs fois. C'est-à-dire le champion NWA, il venait au Japon pour une tournée. Il arrivait, il paumait le titre contre Baba. Il faisait sa petite tournée sans le titre. Baba faisait la tournée avec le titre. Et avant de quitter la ceinture, bon, on va dire, c'est arrivé deux fois, donc on va dire Harley Race par exemple. Il perdait le titre en arrivant, il faisait sa petite tournée de son côté. Baba faisait sa petite tournée. Et puis avant de partir, eh ben, l'ancien champion, donc Hansen, il récupère la ceinture et il retourne aux États-Unis. Donc voilà, Giant Baba, lui, honnête comme il était, il a respecté le truc, il prend la ceinture et il la rend. Voilà, c'est juste pour la tournée. Antonio Inoki, bon, Baba, il n'était pas sûr que Inoki, il allait pas faire un coup fourré. Évidemment, enfin effectivement, je pense aussi qu'on aurait pu s'attendre à un coup fourré de la part d'Inoki. J'aurais aimé que ça se passe, juste pour voir comment ça se serait passé. Ah, ça aurait foutu un bordel monstre, hein, attention, hein. Mais pour voir un peu les répercussions dans la NWA, etc. Voilà. Ça aurait pu être quelque chose d'assez intéressant à voir. Donc voilà, c'est là-dessus que cette première vidéo, hein, cette vidéo retour, va se conclure. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, c'est toujours un sujet qui me plaît, donc voilà, on se retrouvera rapidement, je pense, pour la prochaine vidéo. Encore une fois, merci à tous les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne, merci aux personnes qui m'ont fait un coup de pub. C'est grâce à vous que la chaîne a explosé, hein. J'ai doublé mes abonnés. Voilà. La vidéo sur les scandales de WWF quasiment à 3000 vues au moment où j'enregistre, donc c'est incroyable. Donc, voilà. Merci à tous. Donc voilà, petite suite aussi pour la chaîne. Au-delà de cette série, il y a d'autres projets qui vont continuer comme voilà, j'avais fait, je crois, l'année dernière, une vidéo résumée de l'année 1995 chez WWF. Enfin, je dis une vidéo, c'était trois vidéos, c'était en trois parties. Donc voilà, je faisais un résumé, mois par mois, de tout ce qui s'est passé à l'écran et backstage. J'ai commencé par l'année 95 parce que c'est une année que j'adore, hein, contrairement à beaucoup de gens. J'espère que vous l'aurez découverte ou redécouverte avec moi et que vous aurez un avis un petit peu plus positif sur l'année, mais si bon, vous pouvez garder un avis négatif, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais bientôt faire l'année 96, ensuite l'année 97. Aussi, il y a TOW qui va revenir avec WWF en 2001 et l'invasion, l'angle de l'invasion. Donc voilà, j'ai déjà une vidéo qui est quasiment prête. Il faut que je peaufine encore le montage et que je la publie. Ensuite, je vais en faire une autre sur TOW. Cette fois, ce sera en 1994 avec WWF. Voilà, dans une année, dans une période sombre, hein, voilà, je disais l'année 95, très très mauvaise économiquement pour WWF. On va prendre la compagnie un petit peu avant 94, on va changer les choses. On va garder le booking général parce que moi j'aime bien, mais on va changer quelques petites choses. On va ramener des junior heavyweight, voilà, on va changer quelques décisions de booking et puis voilà, on va essayer de recruter des stars de la concurrence et puis on va voir où est-ce que tout ça nous mène. Et puis, euh, et puis je crois que c'est déjà pas mal. Oui, j'ai une vidéo qui devrait arriver sur Brock Lesnar. Voilà, un peu à l'image de ce qui a été fait avec la FHCA de Norbert Fillon et Rabbi Mentor. Bon, je n'ai pas la prétention de faire aussi bien qu'eux, voilà, d'être aussi bon qu'eux, mais voilà, en tout cas, j'essaierai de faire de mon mieux. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. En attendant, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner et à commenter. Donc voilà, ça me ferait encore une fois énormément plaisir. Et donc voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut tout le monde.